Avant de passer la parole à Dominique Régnier, avec qui nous sommes partenaires sur cette seconde session, donc je voudrais remercier évidemment tous les intervenants de la première session. Je crois que ça a été vraiment un débat extrêmement riche et passionnant. Un petit mot quand même sur Dominique Régnier et sur Laure Mandeville, qui a accepté d'animer cette seconde partie. Donc Dominique Régnier est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Il est professeur à Sciences Po, c'est un spécialiste de la vie politique française et d'ailleurs plus largement européenne, et notamment du phénomène populiste. Quant à Laure Mandeville, elle est grand reporter au Figaro, c'est l'auteur notamment de Qui est vraiment Donald Trump. Elle est chargée des grandes enquêtes sur l'Europe et les États-Unis, et on peut lire chaque semaine ces grands entretiens passionnants de Laure dans l'édition du vendredi. Dominique Régnier, c'est à vous. Merci, cher David. Heureux d'être partenaire d'Elnet et de la Fondation Jean Jaurès, qui sont aussi nos amis. Heureux de prendre la parole au titre de la Fondation pour l'innovation politique et de le faire à l'ouverture de cette table ronde en compagnie de Laure Mandeville et du Figaro. Je salue Laure sur un enjeu dont chacun sait l'importance, et après les débats passionnants et en particulier l'intervention de nos deux premiers ministres qui a eu lieu à l'instant. Alors, je voudrais au fond tenir un propos qui articulerait la question du terrorisme islamiste, de la radicalisation d'un côté, et puis de l'autre, la question européenne et la question démocratique. Pour ce qui concerne le terrorisme islamiste, je voudrais essayer de partager, si j'arrive, un document, mais sinon ça ne fait rien. Je ne sais pas si on le voit là, on ne le voit pas. Donc, j'arrête le partage, ce n'est pas grave. Enfin, la Fondation pour l'innovation politique a mené une étude que vous pourrez trouver en ligne sur le site, une étude qui répertorie les attentats islamistes dans le monde de 1979 à 2019. Cette étude existe en version française, en version anglaise, en version arabe. Elle est bien sûr librement accessible. Et on a mis au point une carte interactive qui vous permet de voir sur 40 ans l'évolution géographique du terrorisme islamiste. Je ne peux pas, dans ce cadre-là, évidemment, vous assommer de chiffres innombrables, mais simplement dire que nous avons établi un document, une base de données qui est à votre disposition, dont vous pouvez vérifier l'exactitude, éventuellement d'ailleurs les lacunes. On est demandeur de remarques, d'amendements, de corrections. Nous avons identifié plus de, j'arrondis les chiffres pour ne pas être trop lourd, plus de 34 000 attentats islamistes dans le monde. Ça veut dire qu'à chaque attentat, il y a une ligne qui renseigne le lieu, le type d'arme, la ville, le nombre de victimes que nous avons pu estimer, etc. Ces 34 000 attentats islamistes dans le monde ont entraîné la mort, selon nous, d'au moins 167 000 personnes, sans doute beaucoup plus, parce que nous nous en tenons aux statistiques officielles, et qui, dans certains cas, c'est le cas de l'Algérie, sous-estiment beaucoup le nombre de morts liés à l'islamisme. Mais enfin, nous avons là une vraie vision complète, me semble-t-il, autant qu'on le peut aujourd'hui, sur la réalité de l'islamisme radical et de sa version terroriste. Ceci parce que nous voyons aussi, grâce à cette étude, comment le phénomène, sur la longue durée, sur les 40 années, s'est accéléré et métamorphosé. S'est accéléré clairement à partir du 11 septembre 2001. Et ce n'est pas simplement cet événement qui est un point, une borne, en raison de son caractère dramatique, spectaculaire. C'est aussi parce que nous entrons à ce moment-là dans l'ère de la globalisation et de la globalisation numérique en particulier. Et on voit bien, à partir du début des années 2000, comment la globalisation et la numérisation du monde par le web, mais aussi par les réseaux sociaux et les applications téléphoniques, impactent l'organisation du terrorisme islamiste, le recrutement, le financement, la communication et la mise en scène,
et, au fond, marque l'avènement d'un terrorisme global visible par tous, dont l'impact est considérable. Et c'est le deuxième point que je voudrais aborder ici, dans cette rapide présentation, la visibilité sans précédent des actes terroristes en raison de la numérisation de l'espace public, la possibilité de voir se glisser à l'intérieur de nos sociétés à travers toutes les applications, tous les outils numériques, les procédures de recrutement, de propagande liées à la radicalisation islamiste, eh bien, a des effets très puissants que l'on peut imaginer sur la démocratie européenne et sur l'Union européenne. Je voudrais terminer en les évoquant, certes rapidement, mais ils sont très connus, il faut les avoir à l'esprit, des effets puissants sur les régimes démocratiques européens, d'abord, par le développement auquel on ne fait presque plus attention, le développement des politiques de contrôle, de surveillance, des régimes juridiques d'exception qui entrent dans le droit commun, qui sont pérennisés, auxquels nous nous habituons, que souvent d'ailleurs nous réclamons, par le poids croissant du système policier, bien compréhensible, mais qui change profondément nos sociétés, par l'avènement d'une opinion publique de plus en plus préoccupée, très hostile à l'islam et par voie d'association à l'immigration. Et je passe sur les données, mais on voit bien une rupture à partir du 11 septembre en termes d'opinion à l'échelle européenne. La manière dont cette opinion se met à nourrir au sein de nos démocraties européennes une offre populiste et une sorte de dialectique que nous voyons bien aujourd'hui entre, d'un côté, la radicalité de l'islamisme et de l'autre côté, la radicalité de l'offre populiste, et au fond, une espèce d'évolution de nos régimes démocratiques vers des étapes plus autocratiques, hein, où la question du statut libéral de nos pays peut, à tel ou tel moment, être interrogée. Évidemment, les effets sur l'Union européenne sont massifs. Sur la politique migratoire, cela va sans dire, c'est devenu un grand enjeu extrêmement sensible. Les effets sur les tensions entre les États membres, entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, pour aller très vite, mais il y a aussi l'Autriche, l'Italie, enfin on pourrait multiplier les contentieux intra-européens liés aux problèmes de politique migratoire activés dans les sociétés, dans les opinions, par la crainte de la radicalisation et du terrorisme. Et puis finalement, un effet très puissant sur nos sociétés civiles. Je voudrais dire que notre étude a montré que 92% des victimes dans le monde depuis 1979 sont des musulmans. 92%. En Europe, si nous considérons le cas européen, il y a un effet très puissant sur nos sociétés, sur nos représentations, avec un risque élevé que chacun connaît de confusion entre islam et islamisme, de confusion entre musulmans et terroristes, un risque de généralisation et de stigmatisation. Ce risque-là, il arrange au fond d'un côté les populistes qui peuvent avec cela faire avancer leur entreprise politique, et il arrange aussi bien sûr les islamistes radicaux qui peuvent démontrer aux troupes qu'elles essaient de recruter que l'Europe ne les aime pas, que les non-musulmans ne les aiment pas. Donc nous sommes là au cœur de ce grand débat, et il importe évidemment pour nos démocraties européennes qu'on puisse poursuivre les travaux et développer les travaux d'études et de quantification. Nous nous y emploierons en tout cas à la Fondation pour l'innovation politique. Et je redis ici ma satisfaction d'avoir pris part à cet échange avec vous et d'être partenaire avec Elnet et la Fondation Jean Jaurès de cette grande discussion autour de la radicalisation islamiste.